et de médecine tropicale de l'Université de Tulane. Jane a rejoint la faculté de Tulane en 1979. Et la même année, elle s'est rendue au Zaïre pour la toute première fois. En 1980, l'USAID a attribué à Tulane son premier contrat pour la planification familiale dans le pays, afin de lancer et d'évaluer l'efficacité de la distribution à base communautaire dans la province, on disait à l'époque la région de Bas-Zaïre, avec une expansion ultérieure à Kisangani et en Bujimaï. En 1986, professeur Jane et sa famille se sont installés à Kinshasa pour 3 ans et demi. Et c'est pendant cette période, elle a travaillé avec Madame Chirissa Flora, que vous aurez aussi l'honneur de découvrir ce matin, pour créer une unité de recherche opérationnelle dans le projet des naissances désirables. De 1989 à 2009, Jane n'est pas retournée au pays pour des raisons qui ressortiront clairement lors de la présentation d'aujourd'hui. De 2001 à 2009, Jane a été directrice exécutive du Centre des programmes de communication, CCP, de l'Université Johns Hopkins. Puis, elle est revenue à Tulane l'année suivante. Elle est retournée à Kinshasa, où elle a démarré une collaboration qui devait durer 15 ans avec des collègues congolais sur plusieurs projets, notamment le projet Advanced Family Planning, AQUAL, Track 20, ASSP et les premiers cycles de l'enquête PMA. 50 ans de la planification familiale en RDC, que devant un public qui a joué un rôle central dans cette quête acharnée de progrès. Alors que ma carrière universitaire touche à sa fin après plus de 44 ans, j'ai réalisé que j'avais passé 24 de ces 44 années à travailler dans la paix dans ce pays. Tant de choses se sont passées au cours de cette période que j'ai été curieuse de savoir comment les pièces de puzzle s'assemblaient. En 2022, j'ai eu la chance d'obtenir une année sabbatique de l'Université de Tulane et je me suis sentie obligée de reconstituer l'histoire des événements et les acteurs qui ont construit les 50 ans de l'histoire. Pour cela, j'ai interrogé plus de 100 personnes, dont beaucoup sont parmi nous dans cette salle aujourd'hui. Vous avez tous été généreux de votre temps et francs avec vos idées. Malheureusement, 2 de ces personnes ne sont plus avec nous, le docteur Landu Mangani et le professeur Ayanzo Nzomo. Ruth Ann Galloway, qui m'a fourni tant d'informations et de photos, n'a malheureusement pas vécu assez longtemps pour voir le travail de ses parents, Ralph et Florence Galloway, commémoré dans ce livre. Quelque chose me disait que ce livre ne pouvait pas simplement commencer en 1972, lorsque le président Mobutu Sese Seko a introduit pour la toute première fois le concept de naissance désirable. J'avais au contraire besoin de mieux comprendre l'histoire mouvementée et le mélange complexe des facteurs politiques, sociaux et économiques qui avaient façonné le pays depuis la période coloniale. C'est pourquoi, sur les 9 chapitres du livre, les 3 premières fournissent un contexte historique qui sera important pour les lecteurs peu familiers avec les événements qui sont influencés le Congo contemporain. Les 5 chapitres suivants du livre correspondent à chacune des 5 décennies de PF, de planification familiale, à partir des années 70. Les 50 années de PF en RDC donc ont commencé fin 1972. Le président Mobutu
avait été sensibilisé par son conseiller médical, le docteur Ferdinand Bowles, aux problèmes liés aux grossesses non désirées, particulièrement la mortalité maternelle et infantile. Le concept de naissance désirable, appuyé à ce constat tragique, est recommandé aux couples d'avoir seulement le nombre d'enfants qu'ils souhaitaient réellement pour les élever dans de bonnes conditions sanitaires et sociales. Vous avez la parole. Instant solennel, mais également de grands souvenirs. J'ai, au nom de l'Université de Kinshasa, au nom de la République démocratique du Congo, au nom de l'Université de Tulane, le plaisir et la lourde responsabilité de te baptiser 50 ans de vie de planning familial en République démocratique du Congo. Plein succès et que réussisse à jamais ce programme qui a vu présenter aujourd'hui plus de 5 générations. Qui sont en anglais bien sûr, et je vais demander à James d'avoir l'honneur de ce sont des versions dédicacées bien sûr. Et il faut noter que ce sont les tout premiers exemplaires de livres imprimés. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. De le parcourir, mais c'est extraordinaire. Nous allons maintenant traverser la décennie pour aller à la décennie 80. Et là, nous avons un autre témoin, maman Chiruissa Flora, qui va nous raconter sa vie. Madame Chiruissa Chiramolekwa Flora, elle est championne internationale en planification familiale. Elle a une maîtrise en santé publique et agrégée de l'enseignement secondaire supérieur en santé familiale de l'Université de Bruxelles. Elle a une maîtrise en santé publique également de l'École de santé publique de l'Université de Kinshasa. Madame Flora est consultante de l'OMS en santé de la mère et de l'enfant et planification familiale à l'École de santé publique de l'île Maurice et au Rwanda. Elle a été Family Planning Officer au bureau de l'OMS Kinshasa. Consultante en SMNEPF à Sea Change, projet financé par l'USAID à Kinshasa également. Madame Chiruissa a participé à la conférence internationale sur la population au CIPD au Caire en Égypte en 1994. Elle a visité plusieurs pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique dans diverses universités et centres de planification familiale pour enrichir l'expérience de mise en place de la PF en RDC dans sa diversité culturelle. Actuellement, Maman Chiruissa s'occupe de son ONG qui est dénommée Initiative pour le développement de la santé familiale et de réduction de la pauvreté, dont elle est bien sûr fondatrice. Elle encadre des associations familiales chrétiennes et les femmes sur l'amélioration de la santé familiale par la PF et la préparation des fiancés, filles et garçons, au mariage. Elle anime des conférences auprès des leaders des églises et surtout des églises protestantes et des églises de réveil sur la vie en santé sexuelle et familiale des missionnaires.
Jane l'a dit tout à l'heure ici, elle fait partie des figures emblématiques de la planification familiale en RDC, et à travers son témoignage, vous allez comprendre comment elle a pu influencer et influer sur le cours des événements durant les années 80 et suivantes. Merci beaucoup et beaucoup d'applaudissements pour mon enfant. Qui est très importante dans votre carrière, celle de 1980. Maman, s'il vous plaît, racontez-nous quand vous avez fini vos études en Belgique et que vous êtes revenu en RDC, qu'avez-vous constaté concernant la santé de la mère et de l'enfant? Je m'appelle Maman Naissance Désirable, maman de maman. C'est un grand plaisir pour moi d'être dans cette salle et de parler à cette église devant monsieur le recteur de l'université de Kinshasa. Les naissances désirables étaient l'énigme. Quand je suis rentré de la Belgique, où j'avais reçu une bourse de l'État congolais financée par l'Organisation mondiale de la santé, je suis un agent de l'État. On m'a affecté à la 4e direction, à la division santé mère et enfants et éducation pour la santé. Je voudrais vous dire que parfois nous pensons que nous sommes maîtres de notre vie. Mais notre vie est guidée par des anecdotes et des énigmes de toutes sortes. J'avais 12 ans et je suis une fille de Bukavu, à l'est, en face du Rwanda, bien perdue là-bas, parmi les guerres régulières. J'accompagnais ma mère à la consultation prénatale et des nourrissons parce que je portais mon petit frère. Elle allait en arrière et les femmes étaient en train de crier. Et ça m'a vraiment choqué. Et j'ai dit à ma mère, maman, attends seulement. Quand je serai grande, je vais t'aider à ce qu'on ne puisse plus vous bousculer quand vous venez ici chez les personnes habillées en blanc. J'avais 12 ans. Je ne pouvais jamais savoir que je travaillerais dans la santé ou bien que j'aurais à voir à ce problème. Qu'est-ce qui va se passer quand je rentre de Bruxelles avec mes diplômes et on me met à la 4e direction des soins de santé primaire? Je suis un agent de l'État. On m'a donné la 4e direction chargée de la santé mère et enfants et éducation pour la santé. Et quand j'arrive dans cette direction, je trouve des points très capitaux et très importants dont on nous a parlé à l'université: la mortalité maternelle et infantile. C'était ça le problème. Mortalité maternelle très élevée, 1000 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. La mortalité infantile très élevée, mais également quelque chose de choquant: les filles en train de mourir de grossesse, et le film Ngambo était en train de parler de ça. À toute personne qui pouvait l'entendre, le film Ngambo parlait de ça. Et j'ai dit au directeur que je dois faire quelque chose, surtout dans les centres de santé. Il m'a autorisé de faire une recherche dans 32 centres de santé maternité de Kinshasa. Et j'ai trouvé que vraiment c'était un grand problème. Il fallait faire quelque chose pour résoudre ce problème. Et j'ai fait un projet que le ministre, on a envoyé chez le ministre, et le ministre m'a appelé dans son cabinet pour que je puisse expliquer le projet que j'avais élaboré pour faire 32 centres de santé mère et enfants. Et quand je lui ai expliqué, il m'a dit: le pays n'a pas d'argent pour faire le travail que vous voulez faire,
Mais nous avons des amis. Oh, moi, je ne peux pas lui demander plus, parce que les amis du ministre, je ne peux pas entrer dedans. Mais avant de me lever, il m'a dit, madame, asseyez-vous. Il faut bien faire ce travail. Il était très ému, il m'a dit, j'ai perdu ma première femme à la 5e accouchement à cause de la grossesse. Et je suis resté avec 4 orphelins en main. Alors vous voyez que c'était un problème qui touche à tout le monde. La santé de la mère et de l'enfant touche à une femme qui est sur l'avenir en train de vendre du pain et touche aussi la femme des ministres, la femme d'un PDG qui est dans sa maison. Elle peut commencer à saigner, on ne sait pas pourquoi elle saigne et ça peut arriver à des problèmes. Quand il m'a remis le résultat de sa démarche pour l'argent, l'USAID venait d'octroyer un financement pour ce travail après avoir parlé avec le ministère de la Santé. Et l'USAID a dit qu'il se limite à la planification familiale. Et voilà comment nous avons commencé avec la planification familiale, Madame Grace. Merci beaucoup, Maman Chérissa. Vous venez là d'énumérer les éléments qui ont concouru à la création justement du projet de service des naissances désirables en 1982. Mais nous voulons également savoir, Maman, les éléments qui vous ont aidé à atteindre les objectifs de ces projets. Je pense que j'étais une favorisée à cette époque. Quand je vois aujourd'hui comment nous prenons dans les services de santé, et j'étais capable de mener vraiment un grand plaidoyer, n'importe où on me disait de parler de la mortalité maternelle infantile, des grossesses non désirées, je pouvais vraiment beaucoup parler. Je voudrais ici vous dire que à l'époque où Dr Miatoulila était en train de travailler, il ne vous a pas dit, on mettait même parfois des médecins de l'intérieur en prison. Donc si vous êtes là, on peut vous mettre dans les cachots, on peut vous arrêter, les infirmiers, on les arrêtait tout le temps. Et je suis allé voir qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut arriver à résoudre ces problèmes. Et j'ai trouvé justement cette décret, le discours de Mobutu, qui avait fait une ordonnance loi, parce que tout ce qu'il écrivait, il a dit que c'est force de loi. Et on arrêtait les gens contre la loi. Donc, alors moi aussi, j'ai pris cette ordonnance. J'ai commencé à distribuer cela à tous les infirmiers, tous les médecins, en leur disant que voilà ce qui va vous défendre. Parce que l'ordonnance était écrite que cette ordonnance fait force de loi. Et je voudrais ici dire à cette éminente, à toutes les éminentes personnalités qui sont ici, nous de la santé, on ne lit pas souvent le reste des autres documents, surtout les documents politiques, ce n'est pas notre affaire. Mais très souvent, ça nous aide à évoluer si nous disons que nous sommes informés. Concernant la naissance désirable, nous avons reçu ce projet et l'USAID nous avait donné 5 millions de dollars en 5 ans. Donc, où il fallait mettre sur pied les services et faire tout le travail que nous devions faire. Et nous avons pu avoir ce qu'on appelle le projet de services de naissance désirable et comment demander au ministère de la Santé de transformer ce projet en programme. Parce que ce n'est pas toujours qu'on peut faire des programmes, il faut avoir un justificatif. Voilà comment nous nous sommes retrouvés au PCND avec nos amis de l'ASBF qui nous avaient donné du personnel très compétent, formé pour commencer le PCND. Merci beaucoup, Maman. Nous comprenons de vous, nous énumérer quelques défis auxquels vous avez fait face dans cette mise en œuvre du projet. J'avais un papier à main qui disait qu'il y a un projet
et qu'il y a de l'argent là-dedans, comment on peut trouver cet argent? Et puis, qu'est-ce qu'on allait faire? On travaillait à ciel ouvert, il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de loi, donc on est là avec nos papiers. La première chose, nous n'avions pas de bureau, il fallait trouver un bureau. L'USAID a dit qu'il nous donne l'argent, mais il ne peut pas nous donner le bureau. Ça, c'est sûr. Et après 3 mois de recherche, l'USAID a dit, si vous ne trouvez pas de bureau, nous allons barrer ce financement. Je n'avais pas accepté que je sois responsable qu'on puisse barrer un financement. J'ai commencé à rechercher comment je peux trouver l'argent. Et un ami m'a dit que, est-ce que vous savez qu'à l'État, il y a un budget annexe? Ce budget annexe, c'est pour construire et pour faire beaucoup d'autres activités que si nous n'avons pas les moyens. Eh bien, en allant au budget annexe, j'ai trouvé le traité aux finances là-bas et avec un peu de négociation, ils ont accepté de nous construire le bâtiment que vous connaissez aujourd'hui, le programme de naissance désirable. Alors, donc, et j'ai fait aussi, j'ai fait obtenir un numéro que les naissances désirables, pour appuyer l'argent des partenaires, pouvaient aller au budget annexe pour avoir un fonds de l'État congolais. Parce qu'à ce moment-là, l'État lui-même a pris la responsabilité de s'intégrer dans la lutte contre la mortalité maternelle et infantile. Ça, c'était le premier défi. Bien sûr, il y avait un autre défi. Un défi majeur. J'étais une très jeune dame qui venait d'arriver de l'Europe. Et comment moi je pouvais parler à toutes ces familles, aux grandes familles, des problèmes qui concernaient les sexes, qui concernaient les enfants. Vous savez que nous sommes un pays pronataliste. Et je suis d'une tribu. Quand tu as fait 10 enfants, on te dit, maman, tu commences maintenant à travailler. Nous voulons encore des enfants. Donc chez nous, on demande les femmes peuvent faire même 15, 18 enfants. Ok, c'est bon. Maintenant, moi, j'arrive avec ma jeunesse, avec tout ce qu'il y a, et on dit que je dois faire les naissances désirables, on doit planifier, on doit faire quoi? C'était différent. Et j'étais une jeune dame. Je disais à tout le monde, ne me jugez pas par le fait que je suis une femme. Jugez-moi par le travail que je fais. Et je pense que ça, c'était aussi un défi majeur, parce que vous allez trouver un grand-papa avec 8 enfants, et vous dites maintenant à sa femme qu'elle ne peut plus, il doit arrêter ou bien espacer. Ce n'était pas très facile. Alors, il y avait tous ces défis. Un grand défi que j'ai eu aussi, c'est avec l'Église catholique. Tous les religieuses, beaucoup de gens me poursuivaient. On a commencé à dire, les prêtres disaient que je suis un démon. Et qu'est-ce que je pouvais faire? C'était difficile. Bon, ok. Mais j'ai trouvé une dame qui a fait les études en même temps que moi à l'IEP. C'était celle de Tsipro qui faisait aussi l'éducation à la vie. Et elle m'a dit que tout ce que tu dois faire, aller voir le cardinal Maloula. Bon, j'ai tout fait. Je suis une chrétienne, une jeune qui m'a rencontré le cardinal Maloula, mais je suis allé et le cardinal m'a reçu. Il m'a dit, ma fille, il faut parler à Lingala. Et j'ai parlé à Lingala, je lui ai raconté mon histoire et m'a dit, va faire ton travail pour sauver la mère et l'enfant de ce pays. Ça veut dire qu'elle a accepté. Et depuis ce jour, les prêtres ne m'ont plus dérangé, on a été sur le podium pour prêcher contre nous. Donc, les problèmes qu'on rencontre sont de plusieurs ordres, mais tout problème a une solution pour sauver une vie. Merci, maman. Fort, où est-ce que vous le constatez encore aujourd'hui? C'est de trouver une grande salle avec tout le monde, que nous sommes convaincus
que nous devons sauver la mère et l'enfant. Et que nous sommes dans l'obligation d'utiliser tout ce que la science nous donne comme information pour sauver ces personnes. Je pense que je parle à une salle vraiment de responsables. À l'heure actuelle, avec toutes les guerres que nous avons, nous devons faire ce travail. Le problème, il y en a toujours. Il y en a toujours. Mais il faut que nous puissions encore davantage informer les gens. Et ici, je salue encore ma sœur Zen pour son livre. Vous ne savez pas comment j'ai pu avoir un service de recherche opérationnelle au PNSR. Et nous avions un monsieur, Ali Saïdé, qui était pas très facile, mais c'est tonton. Et moi aussi, j'étais difficile en lui disant qu'il me donne des personnes qui sont capables de faire le travail. Parce qu'on travaille avec les Américains, ils viennent avec l'anglais, les femmes ne comprennent pas, certains médecins n'ont pas fait ça, c'est un peu difficile. Et chacun de nous avait ce qu'il avait à faire. Et je suis venu demander la recherche opérationnelle. Et chaque fois qu'on m'a donné un agent, j'ai regardé le cursus de la personne, j'ai dit non. Et un jour, il me dit, Madame, j'ai trouvé une sœur pour vous. Comme ça, vous allez travailler avec à la recherche. Et on m'a présenté ma sœur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le PCND a réussi parce qu'aujourd'hui nous avons des programmes, mais nous avons beaucoup travaillé. Il y a des conditions de réussite. La première chose, il faut avoir une équipe, un service de santé performant et qui soit capable d'obéir aux instructions et d'être capable de faire le travail. Nous avions une très bonne équipe. L'ABF nous avait donné 5 personnes au PNSR. Pourtant, c'était un problème et un service de l'État. Nous avions un service de ce que j'ai appelé le jour de la directrice, le service de, comment je vais appeler ça, le service des statistiques et le service aussi des magasins pour stocker tous les contraceptifs et tous les produits que nous avions. On avait un bon service et il fallait aussi respecter les services qui étaient mis en place et voir ce que nous pouvions faire. Nous avons mis en place un conseil d'administration où l'ABF a beaucoup travaillé avec nous aussi. Nous avions mis en place un conseil de direction. Si on a un personnel, du matériel et une bonne organisation, on peut réussir. Nous vous remercions, maman, pour votre témoignage et aussi nous vous remercions de continuer d'être cette source d'inspiration pour la nouvelle génération. Merci.